Attention, l'ensemble des médias présents dans cette vidéo sont utilisés à titre de propagande à but d'utiliser des pingouins pour la production d'électricité en Antarctique. Hein, quoi, c'est pas le bon texte? Ah oui, pardon. Vous savez que la Toei est l'un des studios d'animation les plus connus, et ça à juste titre déjà pour son palmarès en termes de séries produites, Goldorak, Harlock, Hokuto no Ken, Senseiya, Sailor Moon, Slam Dunk et surtout Dragon Ball et One Piece pour les plus connus. En termes de production tout court, au moment où j'écris cette vidéo c'est pas moins de 5 séries animées produites simultanément, mais c'est surtout le studio d'animation le plus ancien toujours en activité, et si on remonte dans l'histoire on s'aperçoit que cette souveraineté n'a pas toujours été aussi incontestée. En 1961, soit 5 ans après la création de la Toei telle qu'on la connaît, apparaît le studio Mushi Productions, fondé par un certain Osamu Tezuka, alias le dieu du manga, et qui se voit arriver sur le marché avec une optimisation de l'animation limitée, ce qui va permettre de réduire les coûts attribués à l'animation, de piquer des animateurs à la Toei car mieux payés chez Mushi Pro, d'offrir une réelle rivalité à la Toei sur ce nouveau média qu'est la télévision et de produire la première série animée japonaise et la première série animée japonaise en couleur. Mais comme les animateurs sont aussi volatiles que les promesses d'un politicien, il est intéressant de regarder les studios qu'ont engendré les deux studios, et même si la Toei peut se vanter d'avoir formé Monsieur Miyazaki et donc le studio Ghibli, Mushi Productions lui peut se vanter d'avoir donné naissance par la suite à pas moins de 4 studios d'animation parmi les plus connus du Japon. Madhouse, Sunrise, plus tard Kyoto Animation et surtout le studio qui va nous intéresser aujourd'hui, le studio Shaft. Shaft est un studio d'animation fondé en 1975 par Hiroshi Wakao, un ancien de la maison Mushi Pro. Comme tout bon studio qui débute, il a commencé avec des sous-traitants de séries extérieures comme Doraemon, Lucille Yatsura et Sakura Taisen, mais surtout celle de Gainax. Puis c'est en 2005 qu'ils commencent à se concentrer sur leurs propres séries comme Pani Pony Dash, Sayonara Zetsubo Sensei ou Negima, et c'est enfin en 2009/2011 que le studio atteint une renommée internationale avec le catapultage de la série des Monogatari et de Koala Magi Madoka Magica. Tout en imposant une identité visuelle forte comme peu de studios peuvent se le permettre, grâce notamment à Akiyuki Shimbo. Bon d'accord, là c'est de la mauvaise foi puisque c'est un opening. bon bah avance. J'adore cet opening. Tu sais qu'il y a les droits d'auteur qui vont te tomber dessus. Ok, donc aujourd'hui on va faire un tour du côté de chez Shaft, mais on ne parlera ni d'Omura ni d'Adekawa. Mais de Kozakura. Enfin bref, on parle de Mekako City Actor. Donc Mekako City Actor commence par le bouclier de Mura, et apparemment il fait bon y vivre. Non je déconne, on a le droit à la présentation des dépressifs anonymes. On découvre par la suite le personnage principal de cet épisode, Shintaro, qui est dans son domaine de prédilection, c'est-à-dire geeké sur 5 hologrammes plus un écran de cinéma. Oui, c'est un écran aussi ça. Et Ene, qui est un programme à l'intérieur de son ordinateur. Bon, elle passe son temps à le taquiner, veut lui faire des achats inutiles et le menace de révéler à tout le monde son dossier porno. En fait, c'est un putain de virus. Non, la seule chose qui la différencie d'un virus, c'est que c'est sans doute le personnage le plus sympathique et attachant de la série. Mais suite à leur discussion, Shintaro va renverser du coca sur son clavier, le rendant HS, et en plus, les livraisons ne seront pas disponibles pendant plus de 5 jours, ce qui va obliger notre héros à subir l'épreuve la plus éprouvante de ces 2 dernières années de sa vie. Sortir dehors. Bah ça va, c'est pas si terrible que ça. Ça se voit que tu n'y es pas allé souvent toi dehors, parce que autant les graphismes sont splendides, autant le gameplay est pourri. Bon, passons, Ene réussit à négocier un rencard avec Shintaro, sauf qu'au moment d'aller acheter un clavier, une prise d'otage. Ne vous inquiétez pas, ça arrive souvent dans le Japon animé, heureusement que Shintaro et 2 passants se trouvant là ont des pouvoirs, et vont pouvoir s'en sortir grâce à ces derniers. Je vous avais dit que le gameplay était pourri, il faut courir soi-même. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que cet épisode donne une impression complètement biaisée de ce qu'est vraiment cette série, puisqu'on ne va pas plus s'intéresser à l'action d'elle-même qu'aux personnages, leur histoire et leurs relations, ce qui est une spécialité du studio Shaft quand on y pense. Et en parlant de spécialité, on va pouvoir parler de l'animation, donc un nom, Akiyuki Shimbo, leur réalisateur maison et sa patte artistique qu'on retrouve dans la plupart des animés de ce studio depuis 2004, avec des découpages de scènes très dynamiques quasiment à chaque phrase, parfois à la limite de l'épilepsie, des mimiques de personnages très caractéristiques, les fameux plans Shaft, colorimétrie en 8-8, et là pour le coup je ne parle pas du studio d'animation, background papier peint, environnement fantasmagorique, mise en scène basique de dialogue excentrique, parce que là je suis désolé, ils ne sont pas en train de dialoguer mais ils pensent à voix haute chacun de leur côté. Est-ce que si je mange un pépito la nuit, ça devient un pépitard? Je me demande comment les manchots font pour se branler. Et c'est très souvent ce qui est reproché à leurs animés par des personnes qui sont étrangères à ce studio. Le découpage est tellement rapide que ça en devient vite indigeste, ce que je ne vais pas contredire tant je martelais la touche pause lors de mon visionnage de Bakemonogatari. Mais ne vous inquiétez pas, on s'y fait vite et en plus Mekako City Actor est quand même franchement plus facile à regarder que la série des Monogatari ou que Madoka. Mais ça doit être aussi dans le cahier des charges de ce studio de sortir une version télé très en deçà des capacités techniques du produit final. Sur Blu-ray j'entends, voire carrément dégueulasse à certains moments. Inspiration officielle de Berserk 2017. Par conséquent, je vous montrerai des extraits uniquement tirés du Blu-ray, mais si vous y tenez, voici à quoi ressemblait la version télé. L'un des points d'originalité de cette série, c'est qu'elle est tirée de chansons de Vocaloid, oui, comme Black Rock Shooter. Mais dis-moi Ironix, qu'est-ce qu'une Vocaloid? Pour faire simple, Vocaloid est un logiciel de synthèse vocale créé en 2004 par Yamaha.
la filière musicale de Yamaha, qui enregistre et synthétise une voix d'un ou d'une seiyuu dans le but de créer des chansons. Jin étant le compositeur pour le cas de Mekaku City Actor. Après, je ne vous fais pas un cours de merchandising, mais dans 80% des clips musicaux, on fait danser l'interprète sur sa musique, et c'est encore plus vrai au Japon. Et non, pour Harry, elles sont coréennes, d'où la nécessité de créer une image et un corps à cette voix. Et cette fois, c'est le logiciel Miku Miku Dance, les fameux MMD. Pour le cas de Mekaku City Actor, les chansons qui ont inspiré cette série sont de Miku Hatsune et de IA. Bon, quitte à parler de musique, on va rester dans le thème, donc pour ce qui est de l'opening, il y en a 3 en fait, et des endings, il y en a tout autant, ils sont diamétralement opposés, puisque tu as un opening très dynamique avec des couleurs qui ressortent sur un fond noir et blanc, enfin, souvent blanc et une couleur par personnage, qui donne franchement envie d'être regardé, et puis tu as l'ending, qui est en quasi plan fixe, avec une panne au niveau de la colorimétrie, je pense, qui donne pour le coup absolument pas envie d'être regardé, puis tu regardes les interprètes, donc pour l'opening tu as Garnidella. Donc l'opening est plutôt sympa, et pour l'ending tu as Lia. Ou la chanteuse qui a donné sa voix à IA. Donc je reviens sur ce que j'ai dit, l'ending ne donne absolument pas envie d'être regardé, mais ça tombe bien, t'as juste à la fermer et à écouter puisque la chanson en elle-même est jolie. Les OST sont eux complètement portés disparus, putain, je vous rappelle que c'est quand même une série inspirée de musique de Vocaloid, et ne me dites pas que c'était compliqué, Black Rock Shooter y arrive très bien. Mais le problème d'avoir ce genre d'inspiration, c'est qu'il est très compliqué d'avoir un scénario sur l'ensemble de la série, et surtout à bien la rythmer, et c'est là-dessus que Mekaku City Actor se casse littéralement la gueule. Et pour illustrer mon propos, je vais devoir faire un résumé épisode par épisode de la série, donc pour ceux qui préfèrent éviter d'éventuels spoilers, je vous invite à cliquer par là. C'est bon, on va pouvoir y aller. Bon, on va dire que l'épisode 1 est la trame principale de l'histoire, l'épisode 2 se passe en même temps que l'épisode 1 mais d'un point de vue d'un autre personnage, l'épisode 3 est la continuation de l'épisode 2 mais qui en cours de route retombe sur la fin de l'épisode 1, l'épisode 4 est une boucle temporelle qui a quand même duré 10 ans, qui permet de développer Ibiya qu'on avait déjà vu dans l'épisode 2, l'épisode 5 est la suite de la trame principale, l'épisode 6 est un flashback qui permet de développer le personnage de Takane, l'épisode 7 nous confirme le rapprochement entre Takane et Ene. Et c'est du spoil. Ouais, je suis sûr que personne ne l'avait vu, l'épisode 8 revient sur la trame principale, le 9ème c'est au tour de Ayano, Shuya, Tsubomi et Kyosuke d'être développés et on finit par Mary dans l'épisode 10. Ouais, c'est un peu le bordel. Un autre problème avec ce genre d'inspiration, c'est que pour lier tous ces personnages avec leurs histoires propres, il va falloir leur créer un ennemi, et putain la série ne fait que 12 épisodes, va falloir se bouger un peu. Donc l'antagoniste prend toute la mesure de son rôle dans l'épisode 11, sous forme d'un flashback, faut pas abuser non plus. Alors oui, il est amené à plusieurs moments au cours de l'animé, mais là on n'a plus le temps, et l'épisode 12 c'est combat plus dénouement. Même Bakano est plus simple à suivre. Et donc si on résume avec un peu de mauvaise foi, ça fait 5 épisodes de trame principale. Alors autant vous dire que l'histoire principale est plutôt courte. Sur ce coup on peut remercier le format 12 épisodes. C'est de l'ironie. Et le pire c'est qu'il y a une narration interne aux épisodes qui est bonne voire géniale par moment, où l'information la plus importante nous est montée de façon tellement vive qu'on ne l'aperçoit même pas, comme ce passage. Le passage fait moins d'une seconde, mais c'est le passage le plus important car il est expliqué dans l'épisode 2, et cette série est bourrée de passages comme celui-ci. Comme à cet autre moment de l'épisode 1 où Shintaro semble tétanisé par la peur, d'où son absence de réponse, mais la même scène revient plus tard où on entend qu'en fait c'était Ene qui lui parlait, donc un deuxième visionnage n'est pas forcément inutile. Mais malgré le nombre de fois que j'ai regardé cette série, pour préparer cette vidéo par exemple, il y a des points que j'ai toujours pas compris, comme Ayano dans l'épisode 12. Et enfin les personnages, avec tout le mal qu'on s'est donné pour nous les introduire, sans compter le média original, dire que cette partie est loupée serait faire preuve d'une mauvaise foi absolue. Après il y a une dizaine de personnages principaux, qui ont tous une couleur différente, essayez de retenir ça, un pouvoir différent, et même si chacun aura ses personnages préférés, ça peut vite être compliqué à tous les retenir, mais comme je suis un mec sympa, je vais vous les présenter rapidement. Tu as Shintaro qui est un nerd avec le pouvoir de la mémoire, Ayano qui est le premier Hokage du Mekaku Shidan avec le pouvoir de l'approbation, Ene qui est un pouvoir plutôt évident, Apagando las luces. Shuya qui est le Izaya local avec le pouvoir de l'illusion, Kyosuke qui a oublié d'être utile malgré son pouvoir de l'analyse, Momo qui est la sœur de Shintaro et qui a une idole grâce à son pouvoir de la captation, Ibiya qui ressemble à ton petit frère un peu chiant avec le pouvoir de la clairvoyance, Tsubomi qui est la deuxième Hokage du Mekaku Shidan avec le pouvoir de la dissimulation, faut que tu arrêtes les références à Naruto maintenant, Konoha, oui désolé mais là j'ai pas fait exprès, qui a le pouvoir d'être fort mais genre vraiment, et tu as Mary qui a le pouvoir de la paralysie mais surtout le pouvoir du Moe parce que Kana Nazawa. Avez-vous déjà vu Rito, もうじき晩ご飯できるから。いいよね。ラブラブで。こんな美少女と肩寄せ合ってお話ししてるっていうのに、全然手を出す素振りもないと思ったら。ごめんね、お姉さん子供体型で。Kana Nazawa avec une voix agressive. お前もそうなれ。正義の一斉射撃！Maintenant, oui.
正義に負けはない。 Blague à part, les seiyuu sont bons, mais je soupçonne la direction artistique et le découpage des scènes façon Akiyuki de faire en sorte que les seiyuu les moins connus arrivent à faire jeu égal avec les ultra stars de ce domaine. Bon, il va peut-être être temps de conclure. Avec ce chaos narratif moins bien maîtrisé que la série des Monogatari, je ne vois aucune raison de vous encourager à regarder Mekaku City Actor aux dépens de la série des Monogatari. Et même si j'aimerais me dire que ce n'est pas bien de comparer deux œuvres entre elles et qu'il faudrait les juger pour ce qu'elles sont vraiment et pas pour ce qu'elles nous rappellent, je ne peux m'empêcher de me dire que je regarde une série des Monogatari bis avec des personnages qui sont certes attachants mais qui n'ont pas le temps d'être aussi attachants que peut l'être Anekawa, Shinobu, Tsukihei, Kambaru, Hachikuji ou encore Karen. Ça pue le fanboy par ici. En même temps, je vous rappelle juste que la série des Monogatari c'est une centaine d'épisodes et 3 films sur plus de 8 ans, c'est comme si on comparait un husky avec un pékinois. Mais pour ma part, cette faiblesse fait aussi sa force, puisque ça nous rappelle sans arrêt que c'est du shaft et que j'aime particulièrement la mise en scène de ce studio. Je crois qu'on parle de moi. Oui. Même si à certains moments, les animateurs ont sans nul doute décidé avec des gants de boxe. Mais pour apprécier cette série, pour ce qu'elle est réellement, je pense qu'il faut être un amateur de J-pop et être tombé sur les musiques que Jin a mis en ligne sur Nico Nico, en explosant certains records de visibilité au passage pour l'époque. Mais si vous avez connu ces chansons sur Nico Nico à l'époque, cette vidéo sert probablement à rien car vous avez déjà vu Mekaku City Actor. Du monde pour un pépitard ? Allez. Voilà, c'était ma critique sur Mekaku City Actor. Avant toute chose, je tenais à vous remercier d'être aussi nombreux à vous être abonnés à la chaîne. Vous êtes maintenant plus de 1000, ce qui fait de vous des grands malades. Mais comme je ne suis ni bon ni original dans les remerciements, je vous dis juste un gros merci. Et comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, je vous encourage à laisser un petit pouce bleu, à partager la vidéo, je vous assure que ça fait la différence. Après, le bouton pour s'abonner est toujours le même. Et les réseaux sociaux sont là si vous avez encore envie de perdre du temps avec moi. Sur ce, Nippon Banzai!